Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie Léonard, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre Joker Tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou nous retrouver sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter @artdunft. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Donc aujourd'hui, en ce jour de fête de la musique, mardi 21 juin 2022, nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un qui a priori n'est pas du tout musicien, en tout cas c'est pas de ça qu'on va parler ce soir, mais nous avons l'immense plaisir d'accueillir Camille Rouff. Salut Camille. Salut! Eh bien, écoutez, merci Ouais. beaucoup pour cette invitation. Et donc avec Camille, on se suit depuis assez longtemps. Moi, j'apprécie beaucoup son travail depuis plusieurs mois maintenant, donc je suis vraiment ravie de pouvoir revenir un peu plus longuement sur ton parcours et tes créations ce soir. Comme d'habitude, vous pourrez intervenir en fin de room et puis vous pouvez rester jusqu'à la fin pour une petite série de questions sur le vif. Et pour l'heure, je vais donner la parole à Benjamin pour l'actualité de la semaine. Oui, donc dans la série, vous savez que nous, on est très attachés au digital. C'est-à-dire que dans ce podcast, on regarde de près les initiatives d'artistes, de galeries qui veulent créer des ponts entre le monde digital, la création digitale en NFT, et le monde physique. Et là, je vais vous parler d'un artiste alors très connu dans la sphère NFT, qui est un photographe qui s'appelle Justin Aversano, que moi j'avais découvert en fait via Christie's l'année dernière, il y a un peu plus d'un an. Il vendait ses photos chez Christie's en NFT. En fait, Christie's proposait un certificat NFT. Rappelons quand même que le NFT, c'est pas l'œuvre, hein, c'est juste le certificat. Et Justin, lui, Aversano, maintenant déclare ouvrir en juin, donc je pense que c'est d'ici quelques jours, une galerie physique qui proposera des œuvres NFT. Alors à la fois ses propres photographies, mais aussi les œuvres d'autres artistes. Et lui aussi, il veut faire le pont. En fait, il veut onboarder, comme on dit dans le mot du jour. Peut-être que Florent, je crois, en a déjà parlé. Onboarder, c'est amener les gens qui ne connaissent pas les NFT dans ce monde-là. Et en fait, il va ouvrir une grande galerie physique. Alors là, on parle de plus de 3000 mètres carrés de galerie à Santa Monica, dans le sud de la Californie, qui permettrait, avec des écrans un peu partout sur les murs, de montrer des œuvres digitales. Mais Aversano, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il est photographe. Donc lui, il monte ses photographies directement de l'appareil photo digital à l'écran, finalement, sans même passer par la case ni développement, ni impression, ni rien, en fait. Ça passe directement du lens jusqu'au mur, en fait, jusqu'à l'écran. C'est intéressant. Il y a deux choses qui m'intéressent. D'abord, c'est un artiste qui lui-même se prend en main. Et ça, c'est quelque chose que je remarque très fort dans le monde de l'art traditionnel. Les artistes commencent à progressivement prendre et leur carrière en main et même leurs expositions en main, puisque les galeries, finalement, il y a une vraie distinction maintenant entre les galeries qui font leur travail, qui font vraiment un travail, et les galeries qui n'ont ni les moyens ni l'occasion de faire vraiment leur travail, c'est-à-dire de proposer des beaux lieux d'exposition, des catalogues, de faire venir des gens intéressants, de placer les œuvres dans les musées, ce que doit faire une galerie. Mais je pense que le monde est très concurrentiel et la plupart des galeries n'ont pas les moyens de faire ça. Donc les artistes se prennent en main. Justin Aversano, lui, il dit bah, moi j'y vais, moi je prends un lieu, un immense lieu, j'expose mes œuvres, l'œuvre d'autres artistes, et puis j'explique les NFT, j'explique ce que c'est. Donc je trouve la démarche très intéressante, très admirable si ça marche bien. À voir, je vais surveiller ça de près. Et il y a aussi cette histoire de social token, c'est-à-dire, on en a parlé aussi dans ce podcast, c'est-à-dire, vous achetez un quantum key, donc c'est un NFT qui est émis par Justin Aversano, et c'est un NFT qui vous donne accès, donc il y en a 1000, voilà, qui vous donnent accès à un lounge privé, qui vous donne accès à des utilities, des choses un peu exclusives, un vernissage en preview, et ça peut s'acheter sur OpenSea, tout simplement. J'avais parlé la semaine dernière d'une galerie qui proposait des Mint Pass, donc la possibilité de minter un NFT avant les autres. Donc bref, c'est ce qu'on appelle du social token, c'est intégrer une communauté via un NFT qui vous donne des droits exclusifs par rapport au grand public, voilà, tout simplement.
Donc ça, c'est à suivre de près, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça s'appelle la disruption. Un artiste qui expose tout seul, sans les galeries, c'est nouveau. Un artiste qui va expliquer les NFT tout seul auprès du grand public, c'est nouveau. Tout ça est nouveau. On sent bien que les NFT, c'est un coup de pied dans la fourmilière du monde contemporain, de l'art contemporain, qui avait tendance un peu à se recroqueviller, à être trop exclusif. Et donc, j'aime parler de ces expériences et je vais suivre ça de très près. Et je vous donnerai des infos, bien sûr. Voilà pour aujourd'hui. Super, merci beaucoup Benjamin. C'est intéressant comme initiative et après on va voir si est-ce que lui va exposer d'autres artistes, est-ce que finalement il va pas reconstituer une forme de galerie. Enfin voilà, c'est toujours la même question autour de laquelle on tourne depuis des mois. La blockchain va-t-elle permettre de se passer complètement d'intermédiaire? On verra, à suivre en tout cas. Merci beaucoup pour ce point d'actu. Et Florent, eh bien à toi pour le mot crypto de la semaine. Oui, alors j'ai la petite qui pleure à côté, donc j'espère que vous n'allez pas l'entendre. Ce sera Euh, un sacré mot crypto. Elle a des mots crypto elle aussi, hein. c'est ça, ouais, c'est ça. Les cris de joie, les wagmus. Alors non, aujourd'hui, on va parler du mot vraiment très bizarre qui est dox, se faire doxer ou Ah oui, on en a doxed. parlé la semaine dernière. Exactement, tu m'as un peu obligé la semaine dernière à en parler cette semaine, donc c'est avec plaisir. Donc du coup, se faire doxer dans le Web 2, c'est en fait rechercher et publier des informations qui sont privées ou publiques sur un individu, en particulier sur Internet. Et généralement, ça avait une connotation plutôt malveillante. Et dans le Web 3, ce terme, en fait, il a été repris et ça signifie en fait qu'un individu va sciemment et volontairement se mettre en danger, entre guillemets, dévoilant son identité. Et pourquoi du coup c'est considéré dangereux? Parce que, ben, comme vous savez, les valeurs du Web3, elles sont souvent attachées à l'anonymat, au fait de, voilà, de décentraliser, de garder sa propriété digitale privée, en quelque sorte. Et donc, en faisant ça, ben, vous vous mettez potentiellement en danger d'un point de vue fiscal, d'un point de vue du fait que ben, si on peut trouver votre adresse et vous voyez il y a beaucoup de fonds sur votre adresse, ben, si on connaît votre adresse physique, voilà, vous pouvez avoir des problèmes aussi euh, à travers ce côté-là. Donc, pourquoi les gens, en fait, ils vont se doxer pour créer de la confiance, comme on en a parlé. Il y a des projets qui se lancent où les teams sont complètement anonymes et donc rien ne nous garantit que ben, ils vont pas faire un rug pull. C'était le mot de la semaine dernière, du coup, qu'ils vont partir avec la caisse. Et donc, ça permet aussi ben, voilà, potentiellement de lancer des projets plus ambitieux, de démontrer son expertise et expérience passée. Et, euh, et surtout, voilà, c'est surtout pour créer cette confiance. La technologie blockchain, comme dit Benjamin, elle y contribue souvent, mais ça fait pas tout le boulot. Et donc, pour créer cette confiance, on est aussi obligé parfois ben, de s'identifier avec nos vrais prénoms. Et c'est ce qu'on fait nous. Donc, bon, on n'a rien C'est à se vrai. reprocher pour l'instant. Nous, on met nos têtes sur Clubhouse. C'est ça, les têtes, les noms, tout. C'est ça. Et est-ce que tu veux nous parler d'un exemple fameux comment on peut dire, de doxage, de doxation avec Azuki, par exemple? Mais Azuki, justement, ce qui s'est passé, c'est que ben, la personne qui était responsable de la partie technique, on l'a, je sais plus si c'est elle-même en Je crois que fait c'est pour un peu, elle-même qui s'est doxée. ouais, c'est ça, c'était pour faire un peu le beau. Il a dit, ouais, j'ai contribué à ces projets avant, et en fait, c'était des projets qui sont considérés un petit peu rug pull, tout simplement parce que ils ont juste copié-collé ben, le concept des punks ou le concept des singes sans apporter plus de valeur ajoutée et surfer en fait sur la hype. Donc les gens, voilà, ils sont précipités pour acheter cette nouvelle collection de Ape ou de Punk, etc. Et il est parti avec la caisse. Et donc voilà, ça a été plutôt très mal perçu. Le prix ensuite de Azuki est complètement descendu. Et un autre exemple qui est assez connu, c'est un des cofondateurs de Yuga Labs, euh, qui en fait sont fait doxer par NFT Plaza, je crois, il me semble, qui a un média NFT. Et donc, il y en a eu un qui s'est fait dévoiler, et en fait, ils ont fini par tous se faire dévoiler, enfin, tous se faire doxer, entre parenthèses, mettre leurs photos, leur nom, où est-ce qu'ils habitent, et comme ça, on connaît du coup les fondateurs de Yuga Labs.
Et je sais pas si c'est un facteur explicatif, mais bon, voilà, ça leur a permis de lever des fonds derrière en disant, ben, on n'est pas juste une équipe anonyme, on est allé voir les VC traditionnels parce que voilà, on a un vrai projet et on est des vraies personnes derrière. Ok, eh bien, on se doxait pour le meilleur et pour le pire. C'est ça. Eh bien, merci Florent pour ce mot crypto de la semaine. C'est toujours aussi instructif. Eh bien, nous allons pouvoir passer à l'interview de Camille. Rebonsoir Camille, c'est à Oh, toi. bonsoir. Alors Camille, toi, tu es complètement doxée. Tout à fait. Voilà, en plus il y a la même photo de profil partout, donc tu es complètement identifié et on veut en savoir encore plus sur toi ce soir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux en quelques mots nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît, juste pour te situer, après on prendra le temps de revenir sur ton parcours. Tout à fait. Du coup, j'ai pas du tout un background d'artiste. Je suis ingénieur en informatique. Euh, il y a une dizaine d'années, j'ai monté un centre de formation dans l'informatique, donc je suis aussi entrepreneur. Et j'ai un rapport à l'art probablement assez abstrait. Je pense que ça me parle pas beaucoup. J'ai pas une grande culture. J'ai pas allé dans énormément de musées. Mais j'adore le développement et du coup, je suis tombé un peu dans l'art génératif par hasard. J'imagine que c'est ce dont on va parler tout à l'heure. Absolument. Et tu vis à Paris? Je vis à Montpellier. Ouais, je le savais. C'était un Comme ça, test. exactement. Comme ça, on peut te situer un peu plus. Donc c'est encore Euh, plus. donc c'est encore plus exactement. C'est pour ça qu'il y avait tout un truc à Montpellier d'ailleurs la semaine dernière, il me semble. Il y avait plein de monde de la scène NFT à Montpellier. Tout à fait, il y avait un très bel événement et qui m'a permis de rencontrer plein de gens intéressants et permis de découvrir aussi que ça bougeait beaucoup dans la région. Donc c'était un très bon moment. Merci à la galerie Vitruvius d'avoir organisé cet événement. Génial. Alors explique-moi, est-ce que tu viens de Montpellier? Est-ce que tu es né là-bas? Non, 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 je suis du sud-ouest, mais ça fait un peu plus de 10 ans que je suis à Du Montpellier. Ouais. sud-ouest où? Parce que ça va intéresser des Alors, gens dans la room. alors, je suis né à côté d'Albi et j'ai passé quelques années à Sophia Antipolis, à côté de Nice. Ça marche. Moi, alors, ton enfance, tu grandis dans une famille d'ingénieurs, d'artistes, de quoi? Qu'est-ce qui Alors t'intéresse quand t'es non, enfant? mon père est prof de maths, alors ça va peut-être jouer pour la suite. Ma mère a fait des études de psychologie, mère au foyer, et elle a pas mal œuvré dans plein d'associations autour de la lecture et voilà. Donc c'était plutôt ça. J'ai un profil extrêmement scientifique dès le début. Je découvre l'informatique très tôt. Genre Du coup, très je fais tôt, partie quand des. t'es ado, tu t'amuses à coder déjà? Ouais, même avant, hein, je pense que j'ai des souvenirs de un ami et mes parents qui m'amènent des petits bouquins avec des exemples de code à mettre sur un Alors, MO5 à si l'âge c'est de pas sept indiscret, huit ans. t'es de la génération qui a eu Internet à quel âge? J'ai eu Internet au primaire, je pense. Ok, ok. Et ouais, Benjamin, vas-y. Oui, bah, il parle d'un MO5. Donc, MO5, c'est la fin des années 80. C'est quand les ordinateurs avaient des grosses disquettes qu'on mettait dans des lecteurs. Et toi, t'as connu ça enfant, donc ça t'éclate quand t'es enfant, primaire déjà, tu sens que t'es attiré par ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Toujours en rapport enfin, j'ai passé énormément de temps sur les ordinateurs. C'est quelque chose qui me plaisait bien, de plein de façons différentes. Du coup, quand j'étais tout petit, je recopiais quelques lignes de code pour faire des micro-jeux où il y avait un petit crayon Ah magique non. qui ressemble au pencil de Apple. Et je pouvais dessiner sur mon écran, des trucs comme ça. Et assez rapidement, bon, je sais pas, fin primaire, je dépannais les ordis de mes amis ou Ouais, de donc potes à mes t'es parents. tombé dedans quand t'étais tout jeune. Ouais, Donc, voilà, pour le coup, je fais partie des gens qui ont eu pas de difficulté à trouver son orientation. C'était évident depuis le donc début, il n'y t'as avait aucun fait problème avec un ça. bac S, Voilà, vraiment, un école maths, d'ingénieur d'informatique, maths sup, voilà, tout droit, quoi. tout droit. Ouais, alors qu'est-ce qui se passe dans cette ligne droite là après? Euh, donc après, bah, du coup, donc je me retrouve ingénieur en informatique en 2008, très attiré par le milieu startup. Je découvre ce milieu avec grand plaisir. Le but du jeu est d'être un peu plus acteur que simplement délivrer des lignes de code et de participer au projet. Je trouvais ça très amusant. Donc je
travaillé dans quelques entreprises, quelques fois CTO sur la fin, et je découvre l'entrepreneuriat d'un peu plus près encore avec les Startup Weekend, qui est un événement où on s'amuse à créer une boîte qu'on présente devant un jury à la fin du week-end. Et ça me plaît énormément, c'est très ludique, et je découvre un peu tous les b.a.-ba de l'entrepreneuriat. On me fait découvrir les livres de base, et je découvre un peu cet écosystème. Voilà, et ça m'inspire beaucoup pour monter ma boîte après. Ok, donc tu montes ta boîte. Donc là, il ne s'agit toujours pas d'art. Enfin voilà, on est toujours dans les sciences. Et à quel Tout à fait. moment arrive le déclic alors? Quel moment tu te dis, mais je peux créer à partir du code? Alors, ça arrive assez tard. Alors, il y a quelques bribes, je pense, en école d'ingé où on s'amuse à faire des petites simulations, et ça m'amuse quand même beaucoup de travailler avec du code qui produit des choses visuelles sans pour autant chercher l'esthétique. Et je pense que c'est aussi ça qui m'amène à travailler dans le web spécialement, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez concret. On voit ce qu'on fait, et je trouve ça assez agréable. Il faut attendre un bon moment avant qu'il y ait une démarche artistique. Il y a quelques années, je me plonge dans la musique, d'abord en apprenant la guitare. Ah, ah, mais c'est pas Donc il y a mal. un petit lien. Il y a un petit lien quand même avec ce Il y a un petit soir, lien avec, voilà. avec l'actualité. Bon, il va être court, mais on va passer par là. Donc j'apprends la guitare, passion qui m'anime toujours. Puis je tombe dans des synthés, Ableton, les synthés modulaires, et je tombe un petit peu, pas longtemps, dans certains frameworks comme Tidal Cycle ou Sonic P, qui Ouais, alors, permettent de ouais, générer de ouais. la musique. Ok, c'est un peu abscon comme ça quand on connaît pas. Et c'est-à-dire générer de la musique, et tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais, alors ça va vraiment ressembler à ce qu'on peut voir dans l'art avec le creative coding ou l'art génératif. C'est vraiment du code qui génère de la musique. Donc on va pouvoir coder le comportement de certains synthétiseurs, on va pouvoir coder les mélodies, les progressions harmoniques, voilà, tout ça se code, faire bouger les boutons des synthés, tout ça de manière, enfin tout ça avec du code. Ouais. Oui, parce que J'y passe pas très longtemps, mais c'est mon premier contact peut-être avec le creative coding à ce moment-là. ouais, tu as dit, il y a deux choses qui m'intéressent. Il y a d'abord le fait que effectivement la beauté est mathématique. Et ça remonte à l'Antiquité. Donc quand tu dis on examine les sons, on les code, en fait chaque son est un algorithme. Et finalement, l'informatique comprend parfaitement les algorithmes et donc comprend parfaitement la musique et la beauté finalement. Et puis sur la beauté, tu as dit quelque chose, j'ai cherché du code qui produit des visuels sans l'esthétique, donc sans rechercher l'esthétique. Et ça, c'est une démarche en fait artistique, enfin, typiquement du XXe siècle, en fait, plutôt l'art conceptuel. Donc en fait, tu étais déjà dans une démarche de recherche. Et dès qu'on est en recherche, c'est qu'il y a quelque chose qui creuse à l'intérieur, enfin, qui réchauffe les tripes finalement. Et on se dit, il y a quelque chose je dois chercher en fait. Je dois mettre sur un chemin de recherche. Donc tu avais ça très tôt, donc tu étais déjà dans une recherche finalement. Oui, je pense. C'était discret, j'y passais pas beaucoup de temps, mais je pense que c'était un peu là on cherche un peu les origines, et je pense que voilà, on est sur les origines, et c'est pour ça que ça a été peut-être aussi facile de franchir le cap d'art génératif il y a quelques temps. Ouais. Bon, alors justement, c'était quand? Alors c'était en l'été dernier. Alors tout commence avec, je vais voir une amie à moi qui est artiste, mais alors une vraie artiste qui dessine avec des pinceaux et des crayons. Une vraie Euh, artiste. Intéressant, c'est, intéressant le vrai artiste. Ouais, Donc il y aurait c'est donc des ça. faux artistes. On essaiera de définir les vrais et les faux voilà, artistes plus voilà. tard. Donc une Je pense artiste que ça. traditionnelle qui travaille, qui fait des tableaux. Oui, voilà, Voilà. c'est ça que je veux dire. Et je m'inclus évidemment dans les faux artistes, on pourra en parler plus tard. Et, et du coup, je vais la voir, je dis, ok, bon, là, je fais de la musique, j'avais un petit délire d'essayer de faire des productions, des morceaux finis en musique, de les mettre sur les plateformes de streaming, ça m'a pris un temps fou. Et la meilleure remarque que j'ai eue, c'était, ok, c'est pas trop mon style, mais on voit que c'est travaillé. Et ouais, c'était pas incroyable pour les centaines d'heures que j'ai dû passer sur ces morceaux. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais chercher quelque chose de plus spontané. Et du coup, j'ai dit, est-ce que tu peux m'apprendre à dessiner? J'aimerais ça. Donc, on commence le premier cours, et très très vite, je m'aperçois que j'ai pas très envie de dessiner une tasse de café, mais j'ai plutôt envie de dessiner plein de rectangles, et c'est ça qui m'amuse, quoi.
très vite, j'ai envie de dessiner quelque chose de symétrique, géométrique, et donc on en parle, et je dis, est-ce qu'on pourrait pas dessiner sur iPad, comme ça je pourrais faire des formes plus parfaites, parce que là mes ronds ils sont pas terribles, et j'ai envie de dessiner des ronds parfaits. Donc on va sur le classique Procreate sur iPad, mais là non plus, mes cercles ils sont pas parfaits, et si je veux en dessiner 100, il faut que je les dessine à la main. C'est toujours pas ce qui. J'aimerais C'est bien en dessiner marrant, on 100 qui sent soient tous à côté, et voilà. l'obsession. On n'est pas dans l'abstraction lyrique là, tout de suite. On est dans l'abstraction pure, dans la... Ouais, ouais, voilà. Et ça va être comme ça tout le temps. Mais parce qu'en fait, la beauté est dans les mathématiques. C'est pour ça. C'est ça. Ouais, ouais, je pense. Et puis, j'ai jamais travaillé cette capacité-là de dessiner au crayon, donc là, je pars avec un niveau absolument nul. Et par contre, en mathématiques, ça, j'ai travaillé, parce que voilà, j'ai fait une prépa, une école d'ingé, donc je sais faire de la géométrie, donc j'ai beaucoup plus d'idées, de culture dans cette partie-là que de dessiner quelque chose de crayon. Donc on va sur des logiciels vectoriels où c'est un peu plus près de ce que j'ai envie, mais c'est pas terrible. Et assez rapidement, je m'aperçois qu'il y a des librairies qui permettent de coder des dessins avec du code. Donc P5JS, pour ceux qui connaissent, c'est la librairie vraiment la plus utilisée. Et là, je trouve ça vraiment sympa. Et donc ça, j'explore à fond. Je commence à découvrir qu'il y a des artistes qui font ça tout le temps. Et ça m'amuse beaucoup. Donc je découvre qu'il y a tout un univers du creative coding. J'achète des bouquins, je regarde des vidéos. Je vois qu'il y a énormément de culture là-dessus. Des gens qui font ça depuis longtemps. Il y a plein d'algorithmes un peu de base qui sont intéressants. Et je plonge là-dedans. Donc là, on est à la fin de l'été. Et là, t'as déjà entendu parler des NFT ou pas du tout? Pas du tout. Pas du Alors, tout. Donc là, ça vient vraiment par plaisir de la recherche, quoi. ouais, 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 il n'y a aucune ambition de vendre quoi que ce soit à ce moment-là. Alors, j'ai entendu parler des NFT parce que je suis développeur et je comprends ce que c'est la blockchain, mais je ne me suis pas intéressé à la vente de Ouais, NFT, t'as c'est pas pas fait du le tout lien en entre tête. tes recherches et la potentialité d'en faire quelque chose un jour. Pas du tout. Oh, j'y pense pas le moins du monde et je commence à y penser parce que quand je suis des artistes sur Instagram ou sur Twitter, il y a tout le temps un lien, soit vers Foundation à ce moment-là, soit vers Ikeknook. Je vais sur Ikeknook, le site est horrible. Et je comprends pas bien ce que c'est. Il est Euh, horrible, enfin, il est épuré, quoi. Brut. Brut. Non, non, Voilà. effectivement, intéressant. Je ne suis pas d'accord. Il n'est pas horrible. Il est non Pardon. fonctionnel. Il On ne sait pas est, du tout où aller, ni il est que non faire. orienté Il utilisateur. est, il est D'accord, on peut y non. voir une certaine forme d'esthétique dedans si vous voulez. Mais j'avais pas la chance d'avoir écouté la chronique de Florent, mais du coup, Swap, Burn, Meet me parlent pas du tout à ce moment-là et je sais pas ce que c'est. Wallet non plus, je sais pas ce que c'est. Donc bon, évidemment très curieux, j'explore cet aspect-là et je comprends petit à petit, schématiquement, qu'à ce moment-là, donc on est à septembre dernier, les petits artistes génératifs publient sur Ikeknook et à un moment on arrive à gratter une invitation pour publier sur Foundation et on publie là-dessus. Et je connais pas encore Artblocks, etc. Ça viendra un peu plus tard. Et comment tu t'es retrouvé à suivre des artistes sur Twitter? Je pense que ça a commencé plutôt sur Instagram. C'était plutôt Insta, parce que j'avais l'habitude de ça. Donc j'ai cherché art génératif, creative coding, et j'ai commencé à follow les premières personnes qui passaient par là, Donc, quoi. Ok, donc vraiment pour découvrir. tu commences à faire tes recherches, à être content de certaines choses qui sortent finalement. Hmm. Et alors, à quel moment tu te dis, bah moi aussi, je vais essayer de les minter? Quel est le déclic? Alors le déclic au départ, il est vraiment en découverte plutôt technique. Donc je comprends que c'est faisable de publier sur Ikeknook. Du coup, je me dis, je vais essayer pour mieux comprendre comment ça marche. C'était vraiment par curiosité. Je vais sur le Discord d'Ikeknook. C'est que je comprends qu'il faut que j'ai quelques Tezos, alors quelques poussières de Tezos pour minter quelque chose et je les ai pas. Donc je vais sur le Discord et ils offrent 0,5 Tezos qui suffisent largement à publier une dizaine d'heures. Euh, et je continue mon travail à P5. On rappelle, juste je fais une toute petite parenthèse pour Ouais. les auditeurs et les auditrices qui ne seraient pas forcément familières avec ça, que Tezos, enfin, Ikadnook est sur une blockchain qui s'appelle Tezos, qui fonctionne avec un protocole qui s'appelle le Proof of Stake et qui permet d'avoir des frais de transaction complètement marginaux. Donc en fait, avec 0,5 Tezos, qui doit être aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 50 centimes presque.
à l'époque peut-être 2 euros, on peut largement minter, enfin insérer une œuvre sur la blockchain, quoi. Créer un NFT sur tes. Tout à fait. Et donc, je continue mon travail sur P5, et puis à un moment, je m'amuse à faire une boucle que je trouve assez sympa, et je dis, tiens, je vais la poster sur Ikeknunk. À l'époque, on me parle, alors, je me souviens plus des conseils qui étaient donnés, mais je suis à la lettre les conseils, donc on me dit entre 10 et 20 éditions, 0,5 Tezos max, et teste avec ça. Et à mon immense surprise, ça se vend. Et, euh, Et et un je comprends artiste est pas bien. né. Voilà, alors là, c'est vraiment une énorme surprise, c'est Et là, que t'es j'étais passé de faux persuadé. artiste à vrai artiste. Alors voilà, tout dépend de la définition qu'on donne à l'artiste. Est-ce que c'est quelqu'un qui vend des œuvres d'art, qui en fait, Je suis qui a un passif exprès, d'artiste? Voilà. je fais exprès de poser les questions qui grattent. Donc ça se Euh, vend. Et là, bon, tu te dis, bah, je vais continuer. Ouais, c'est ça. Alors, c'est des petites subs, mais qui sont incroyables pour le temps que j'ai passé et le passif d'artiste que j'ai, c'est-à-dire quasi nul. Euh, on pourra en parler plus tard du fait qu'on pourrait peut-être compter dans mon passif d'artiste toutes les études de mathématiques que j'ai faites, mais à ce moment-là, je comprends pas bien et du coup, j'ai du mal à comprendre la valeur que ça a de ce que je fais et pourquoi les gens achètent, j'arrive pas bien à comprendre. Du coup, je me suis dit, bien, ça s'est vendu en 2 heures, je vais essayer d'en faire un autre parce que j'avais plein d'idées, je trouvais ça super marrant, c'est vraiment ça qui m'anime et je le mets un peu plus cher et ça se vend encore. Du coup, j'ai une petite série comme ça qui s'appelle Animated Arrays et je m'amuse comme ça à publier chaque fois que j'ai quelque chose qui me paraît sympa et un peu différent de ce que j'ai fait, vraiment plutôt dans l'idée de tester quoi. Donc là, c'est quoi, fin d'année 2021? Là, on est en octobre. Octobre. Ouais. Moi, je te découvre en Ouais. novembre sur FXH. Est-ce que tu veux nous en parler? Exactement. Donc, au fur et à mesure où je poste mes œuvres sur Ikeknunk, je commence à discuter avec certains collectionneurs et il y a un moment où tout le monde me parle de FXH et me dit Kaïd, ta série, il faudrait vraiment que tu la fasses sur FXH. T'es fait pour, tu fais que du code. Regarde ça, c'est vraiment pour toi. Je vais un peu dessus et là, à nouveau, j'ai pas trop de vocabulaire, j'ai pas la culture pour bien comprendre ce que c'est. Et il faut que les collectionneurs insistent plusieurs fois pour que je regarde attentivement. Alors, est-ce que tu veux nous Euh, expliquer en quelques mots ce qu'est FXH, cette plateforme incroyable sur avec, tes os? avec grand plaisir. Alors ceux qui connaissent Artblock, ça va être le même concept. Donc on parle de projet long form, c'est-à-dire je vais publier du code qui va générer des œuvres. Donc moi, je ne connais pas les œuvres qui vont être générées parce que les œuvres vont être générées en fonction de l'identifiant de la transaction lors de l'achat. Donc je publie du code et quand une personne achète une édition de cette œuvre, le numéro de la transaction d'achat va servir à générer l'œuvre en question. Donc moi, je publie du code qui prend un identifiant de transaction en entrée et qui génère une image, une vidéo ou une animation ou quelque chose d'interactif à la fin. Et en fait, J'étais clair? ouais, c'est hyper excitant parce que quand on achète quelque chose sur FXH, on ne sait pas du tout ce qu'on achète et ce qu'on va recevoir. Et moi, j'ai eu le déclic en achetant. Bah, mon premier achat sur FXH, c'était une de tes œuvres, Camille. Oh, génial. Et ouais, et donc je t'avais entendu en parler, je crois. Donc j'avais vu bah, l'œuvre sample, en fait, l'exemple. Et je trouvais ça magnifique. Donc je me dis, ah, bah, je vais m'en acheter un. Et puis donc je vais sur FXH, je mint le truc. Et en fait, le fait même de minter, on est finalement un peu co-créateur de l'œuvre. Et là, mais j'avais pas compris. Et là, je vois que ce qui sort, bah, c'est toujours aussi magnifique, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'avais vu. Je me dis, non, j'ai pas compris. Du coup, j'en ai racheté une deuxième qui n'avait non plus rien à voir. Alors, évidemment, on est dans le même univers, le même type de forme et de couleur, mais c'est. Enfin voilà, c'était une vraie découverte de me dire, mais en fait, on achète un peu au hasard, en même temps, on co-crée l'œuvre, et je sais pas, c'est génial comme expérience. C'est trop bien d'avoir ton parcours d'acheteuse, ouais. Quand on Benjamin, regarde tu voulais rebondir? sur FXH, donc il y a Lucie Léonore parlait de couleurs, donc effectivement, je vois qu'il y a tout le temps le turquoise, le rouge, le blanc et le orange, apparemment, qui se mélangent dans des formes très variables.
Ça, tu peux le définir dans le code, tu peux dire à l'algorithme, voilà, tu ne vas utiliser que ces 4 couleurs ou 5 couleurs. C'est comme ça que ça marche? Oui, on est extrêmement libre sur ce qu'on peut faire, hein. Faut imaginer on code avec un peu l'équivalent de Paint sous Windows, mais avec du code, quoi. Donc on peut faire à peu près les mêmes choses, hein. C'est très basique. Donc on va dessiner des rectangles, des cercles, des petits dégradés. Et déjà, ça commence à être compliqué. Alors, je parle d'une librairie qui s'appelle P5 qui est la plus utilisée. Il y a d'autres façons de faire, mais le plus couramment, c'est qu'on dessine ses œuvres avec des formes extrêmement basiques. Et c'est vraiment la multiplication de ces formes qui peut faire quelque chose de complexe. Donc effectivement, dans mon code, je suis libre d'utiliser ce que je veux. Et la palette de couleurs, elle a une histoire, c'est que lors de ma toute première œuvre sur eClickNook, j'ai aucune idée des couleurs utilisées. Je vais sur un site de palette, je prends une palette qui me plaît bien, et c'est toujours celle que j'utilise aujourd'hui. Ah oui. Donc c'est comme une signature finalement, là, ces 4 couleurs. C'est devenu une signature, sauf que c'est une palette très connue, donc je ne suis pas le seul à utiliser cette palette. Ah ouais. Mais c'est devenu ma signature, effectivement. Et donc pour les artistes qui nous écoutent, c'est intéressant. Je vois que le Mint, enfin, il y a des éditions de 200, voire même 300. Ce qui permet peut-être de vendre de manière accessible, hein, puisque je crois que pour 10, 15, peut-être 10 thèses, ce qui doit faire à peu près 15 euros, on peut s'offrir une de tes œuvres, mais donc l'édition est en 200 exemplaires, ce qui est compréhensible évidemment. Donc toi, ça te permet de toucher un maximum de collectionneurs en disant, vous pouvez, mon œuvre est accessible en fait, donc tu élargis ta communauté. C'est quand même 200 œuvres uniques puisqu'elles sont générées à chaque fois. Enfin, à chaque mint, chaque œuvre est différente. Donc ce sont des éditions d'œuvres uniques. Ah oui, intéressant. Ok. Eh oui, c'est ça qui est génial Oui, avec l'art génératif. En fait, c'est Oui, dans je la trouve que série. Par exemple, là, je suis devant Circular Murmuration, Mhm. des murmures en cercle. Donc, il y en a 200 qui ont été mintés, donc il y a eu 200 NFT. Mais à chaque fois, finalement, ils sont tous différents. En fait. Ils sont absolument tous différents, effectivement, parce qu'ils ont tous été achetés des moments différents, donc avec un identifiant de transaction différent, et ça génère des œuvres totalement différentes. Et je vais peut-être pouvoir parler un petit peu de de ce qui est aléatoire ou pas dedans, si Ah vous ouais, voulez. ouais, carrément. Vas-y, raconte-nous. Qu'est-ce que tu Euh, définis comme paramètre Ouais, ouais. alors, on peut prendre peut-être un exemple plus concret. Je vais prendre par exemple un projet qui s'appelle River, donc qui est des petites villes avec une mer dessus. Alors, je prends Ouais, ça parce que du coup, je pourrais nommer les choses facilement en fait. Ouais, puis c'est les premières que j'ai achetées justement sur Pixash. Et donc dessus, donc il faut imaginer que vraiment l'aléatoire est le pinceau de l'artiste génératif. On joue avec l'aléatoire en permanence et donc tout est aléatoire tout le temps. Mais alors c'est pas de l'aléatoire totalement libre, c'est de l'aléatoire contraint. Euh, donc un exemple, il y a une lune sur ce paysage et la position de la lune est aléatoire. Mais pas aléatoire de toute façon, c'est que je n'ai pas envie qu'elle aille se mettre à moitié sur le côté, j'ai envie qu'on la voit toujours pleine, j'ai pas envie qu'elle soit cachée derrière la mer parce que sinon on la voit pas. Et donc en fait c'est de l'aléatoire, elle est répartie entre la droite et la gauche et sur la partie haute, mais elle peut pas être ailleurs. Et je pourrais même choisir la distribution, c'est que je pourrais par exemple vouloir un aléatoire où la lune est plus au centre ou plus sur les côtés, et pas forcément que la distribution soit linéaire. Et donc on joue en permanence avec l'aléatoire, et tout va être comme ça. C'est qu'il y a des oiseaux dessus, ils sont disposés de manière aléatoire, leur nombre est aléatoire, il y a des étoiles, toute leur position des étoiles est aléatoire. Les bâtiments le sont aussi. Le fait que ce soit des bâtiments qui soient rectangles ou en forme de pyramide ou en forme de dune est ça aussi aléatoire. Mais pas avec une répartition linéaire. Par exemple, les villes avec des bâtiments en rectangle sont plus courantes que celles qui ont des dunes. Les couleurs aussi sont choisies aléatoirement, la forme des vagues, et j'en oublie énormément. Ok, juste sur une petite œuvre comme ça, il y a énormément d'aléatoires, et donc on joue tout le temps comme ça, et ça peut même se faire en cascade. C'est que la forme des vagues est aléatoire, leur couleur aussi, leur vitesse aussi, la façon dont elles défilent sur le côté aussi, et tout ça fait des combinaisons où les possibilités explosent, mais c'est impossible de générer deux fois la même œuvre. On pourrait en générer des millions, elles seraient toutes différentes. Ce serait peut-être un peu ennuyeux, mais elles seraient toutes différentes. Et c'est ça qui est formidable. Et je sais que tu aimes tout particulièrement cette plateforme FXH par rapport à d'autres comme Artblock qui sont peut-être plus, enfin, moins ouvertes. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi tu affectionnes tout particulièrement? Ouais, alors moi quand je suis arrivé
dans l'art génératif et que j'explorais NFT, on n'a pas arrêté de me dire, ah là là, c'est dommage que tu sois pas arrivé 2 mois avant. C'est un août, c'était extraordinaire. T'aurais vendu plus cher et t'aurais pu publier sur Adblock ouais, mais bon, j'ai commencé en octobre. C'est 2 mois, ça doit se rattraper quand même. Bon, je me rendais pas compte à Oui, quel c'est point ça. le. Mais si ça peut Ok. te rassurer, les gens qui sont arrivés en janvier, on leur a dit, oh, tu te rends compte si t'étais arrivé en octobre, tout ce que t'aurais pu faire, donc bon, ça va. J'imagine bien, ouais. Euh, et donc, ouais, donc l'écosystème d'art génératif, au moment où j'arrive, c'est Artblock et c'est à peu près tout. Donc, c'est une plateforme où il faut envoyer une candidature pour un projet, et on est sélectionné par une équipe de curation. Et à ce moment-là, moi, j'ai aucune expérience dans l'art génératif, extrêmement peu à Creative Coding parce que ça date de 1-2 mois. Donc, je tente même pas, puis j'ai pas la culture en fait du milieu. C'est que là, les premiers projets que je fais sur Fixage, c'est aussi pour découvrir en même temps que je publie des œuvres cet écosystème. Je fais des erreurs, je publie des fois des projets un peu trop simples ou je fais des erreurs sur les prix, sur le nombre d'éditions, et c'est très bien que je me trompe comme ça. C'est un très bel exercice. Mais sans Fixage, j'aurais pas pu m'entraîner comme ça. Donc c'est une porte d'entrée extraordinaire. Et aujourd'hui, on est à, je crois, 16 ou 17 000 projets qui ont été postés sur cette plateforme. Et c'est unique, en fait, n'importe qui peut poster, ça coûte moins d'1 euro à publier un projet, et la documentation est accessible, et c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc il y a une énorme variété, et ce qui est génial, c'est que c'est pas que des débutants qui sont dessus, c'est qu'on a des artistes incroyables qui viennent eux aussi poster au milieu des autres sur cette plateforme. La plateforme ne prend pas de parti pris, c'est-à-dire qu'elle ne met pas en avant les projets qui ont mieux marché ou les artistes plus connus, elle est totalement neutre. Et donc ça fait un bouleversement énorme, je trouve, dans l'écosystème, parce qu'on passe d'un écosystème où il y avait Artblock, puis plus tard quelques plateformes comme Gem Studio ou Gen.art qui sont arrivées, qui publient un peu moins fréquemment, mais qui étaient toujours avec une grosse sélection en entrée, qui publiaient très peu de projets par rapport au nombre d'artistes qui voulaient publier. Et là, avec ça, je viens complètement casser le game. N'importe qui peut poster, on n'est pas dépendant d'une équipe de curation. Voilà. Et on peut se poser la question de est-ce que c'est pas finalement plus juste d'être public comme ça. En tout cas, ça ouvre la porte à vraiment tout le monde. Et est-ce que tu as testé d'autres plateformes depuis? Quelles ont été tes expérimentations? Mais toutes les autres sont fermées. C'est la seule plateforme à ma connaissance qui est ouverte, ou en tout cas qui est connue et ouverte. C'est mon objectif d'aller sur des plateformes un peu plus curated maintenant. Donc, Je crois je savoir vais. que tu es sur une plateforme très sélective en ce moment. Alors, ouais, alors j'ai deux annonces. Alors, une qui est extrêmement liée à toi. Rien à voir là-dedans. Donc, grâce à Lucie Léonard, j'ai l'extrême privilège d'être publié dans l'espace de New French Touch sur Super Art. Donc ça, c'est un grand privilège parce que pour le coup, ça fait partie des plateformes très sélectives. Donc merci beaucoup pour cette invitation. Juste une mini parenthèse, New French Touch, c'est un collectif de curateurs et curatrices et on a gagné un espace de curation indépendant sur Super Rare, qui est une plateforme de vente de NFT en pièces uniques. Et on a fait une première sélection d'artistes voilà, pour représentants de la scène française émergente. Donc on a voilà, des jeunes artistes qui n'ont jamais été sur Super Rare et dont donc Amirou, voilà, dans cette Genesis Collection. Exactement. Donc merci beaucoup et j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder toutes les autres œuvres qui étaient proposées. Il y a beaucoup de diversité et c'était très sympa Et de donc les les découvrir. enchères sont en cours encore pour quelques jours. Voilà. Et après on arrête l'auto-promo. Exactement. Donc ça se termine samedi pour les gens qui écoutent. J'ai Et eu la chance alors, d'avoir une première enchère sur ce projet ouais. très vite, donc je suis super content. Et alors, c'est une grande première pour toi parce que c'est sur la blockchain Ethereum. Donc, tu m'as même dit, oh là là, mais j'ai pas d'Ether et tout, comment je vais faire pour minter? Donc, j'ai dû m'excuser de t'avoir fait trahir tes os pour t'embarquer sur Ethereum. Écoute, ouais, j'ai installé MetaMask pour l'occasion.
Écoute, ça s'est très bien passé. J'ai la chance de retourner sur Ethereum très bientôt Deuxième avec un, annonce. ouais, avec une deuxième annonce qui sont liées d'ailleurs, puisque en fait, ce que j'ai proposé sur Super 1, c'est un projet que j'avais démarré en début d'année, qui est un projet longue forme, donc qui avait pour ambition de générer plein de pièces. Euh, pour Super 1, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une version curated de ce projet. Donc j'avais vraiment une idée en tête de résultat que je voulais, parce qu'il y avait des, euh, des contraintes. Il fallait que ça fasse un rapport un peu dark, un lien à la mort, quelque chose comme ça. Et je me souvenais d'avoir eu un résultat à un moment qui faisait un peu trace de sang sur une fourrure. Ça pouvait donner un peu cette illusion et du coup j'ai vraiment essayé de travailler le code et d'avoir ce résultat. Donc j'ai mis les couleurs que je voulais, les options que je voulais, j'en ai généré des centaines jusqu'à avoir le résultat que je voulais. Donc c'est cette pièce que j'ai publiée sur Super 1. Et à l'inverse, il y aura la version ouverte, donc pas sélectionnée, longue forme de ce projet qui va sortir sur une plateforme naissante qui s'appelle 256 Tart et Ok, ça va sortir en début juillet. génial. Alors, comment tu dis cette nouvelle plateforme? C'est Deux... 256 Art. Ok, bon, génial. Donc, c'est tous les Voilà. noms sélectionnés de ce code-là, en fait. Alors c'est pas tous les noms, du coup ça va être comme sur FXH, c'est D'accord. que vraiment là ça va être c'est du long form, ça va être place aléatoire. Ok, mais tu vas Euh, utiliser ces paramètres de code, en fait, que tu avais définis pour créer cette œuvre-là, c'est ça? alors pour celle de Super 1, du coup j'ai mis en dur des paramètres Ok, et je vais remettre enfin le projet va être publié avec l'aléatoire, donc comme tout ce que j'ai pu faire sur FXH, donc il y aura plein de palettes de couleurs, plein d'options différentes. Contrairement à la version supérieure qui a été sélectionnée exprès, qui est en format spécifique, donc qui ne peut pas être généré par le projet parce que j'ai fait un travail spécifique pour sortir cette pièce. ok. J'en profite pour dire que s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui veulent te poser des questions, pour celles et ceux qui nous écoutent en direct, ben, n'hésitez pas à vous manifester. Et moi, j'aimerais que tu nous parles de Immutable Collective. Ouais. Alors c'est un collectif que j'ai monté avec Mathieu Segret, qui est la personne avec qui j'ai entrepris il y a 10 ans, donc c'est un très bon pote parce qu'on se connaît depuis l'école d'ingé. Il habite à côté de chez moi et quand j'ai démarré l'art génératif, puis NFT, j'ai dit ah, tu devrais regarder parce que ça a l'air très sympa, je te connais et il y a moyen que ça te plaise bien quand même. Euh, Ça n'a pas manqué. Du coup, il s'y est mis aussi. Il a fait un excellent drop d'ailleurs il y a quelques jours sur FXH. Donc, vous pouvez aussi le retrouver sur FXH, Mathieu Segret. Vous pouvez chercher immutablecollective.com et vous trouverez les deux références. Et effectivement, je, le constat, c'est que moi, quand je suis arrivé, en fait, dans les artistes génératifs, il y avait des gens qui avaient eu peut-être un peu de chance d'arriver tôt parce que ça donnait énormément d'avantages d'arriver tôt. C'est que quelqu'un qui avait qui passait sur un bloc l'année dernière, passait parmi très peu de gens, c'était extrêmement rare. Ils ont probablement vendu très bien, sans forcément, parfois avec des projets qui peuvent être un peu simples, mais parce que c'était les premiers et c'est pas du tout une critique. Et mais ça donnait un avantage incroyable. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, du coup, bah, je suis arrivé, c'était une foule, quoi. C'est qu'il y avait de plus en plus de. Alors, je suis arrivé très tôt. Mon premier projet, c'est le 84e de FXH. Maintenant, il y en a 17 000. Et mais c'était une foule, en fait. Et du coup, c'était différent. C'est qu'on peut pas compter sur la visibilité qu'offre la plateforme pour être visible. Et venant d'entrepreneuriat, on s'est dit, tiens, on va mettre nos forces en commun parce que je pense qu'il y a besoin de s'allier de plein de façons différentes. Donc on a énormément de Discord et de Slack d'artistes qui s'entraident. Et c'est souvent d'entraide un peu faible. C'est pas des gens à qui je peux demander de passer une journée sur mon projet, mais j'étais vraiment émerveillé, pour être honnête, de la bienveillance et de l'entraide qui règne parmi les artistes génératifs. C'est incroyable. C'est que je vois des artistes extrêmement connus qui se livrent sur des problèmes qu'ils ont dans leur vie. Tout le monde est hyper gentil avec ces gens-là. Il y a vraiment une entraide et voilà, c'est pas ce que je veux du chercher, mais je l'ai trouvé et Ouais. c'est extraordinaire. Et, Donc et, vraiment la communauté des artistes génératifs aujourd'hui est incroyable.
Et puis même, je t'ai déjà vu demander sur Twitter, je crois, enfin de proposer une œuvre, enfin l'état de là où tu en étais, et de dire, ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous me conseilleriez de modifier, d'ajouter, etc. Et puis alors chacun répond. C'est assez sympa, effectivement, cette interaction avec la communauté. Tu as réussi en fait à créer une véritable communauté et à intégrer une véritable Ouais, ben en fait, moi, alors, j'ai compris que c'était plutôt atypique. Ben en fait, pour moi, c'était tout à fait naturel de là où je viens, parce que je viens du milieu des startups. Et là-dedans, il y a une méthode qu'on appelle le Lean Startup qui permet de. Le but du jeu, c'est de récupérer, d'essayer de montrer des choses et de faire le plus petit truc qui nous permettra d'avoir des retours qui seront utiles. Donc ça peut être une maquette, puis un petit site internet, puis voilà. Et à chaque fois, on essaye de trouver le truc le plus simple qu'on peut montrer pour avoir des retours les plus pertinents. Et du coup, bah, habitué à ça, j'ai appliqué ça à mon travail dans l'art, parce qu'il y a des fois, je ne savais pas prendre la décision. Est-ce que c'est mieux rouge ou bleu? Je ne savais pas. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais demander aux gens qui me suivent, c'est probablement eux qui achèteront plus tard. Et donc en fait, c'était assez évident et j'ai compris que les gens étaient assez étonnés de ça plus tard, donc ça se faisait pas trop. Et voilà, vraiment, pour moi, c'était évident avec la culture que j'avais. Super. Est-ce que Florent, ouais, tu souhaites interagir? Ben, je voulais justement te poser une question par rapport au fait que voilà, tu as un passé d'entrepreneur, maintenant tu as une vie d'artiste. Si justement tu es déjà créateur dans le Web3, est-ce que toi, ça t'intéresserait justement de creuser plus encore cet univers d'un point de vue acteur plus qu'utilisateur et artiste? Est-ce que tu vois des opportunités? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peut-être, enfin voilà, qui fait peut-être peur, vu que c'est un monde nouveau? Qu'est-ce que tu penses justement de l'entrepreneuriat dans le Web3? Alors, je suis déjà entrepreneur une fois et c'est déjà très bien. Du coup, j'aimais beaucoup l'idée que l'art reste quelque chose de très ludique. Donc je pense pas entreprendre tout de suite dans le Web3, même si effectivement il y a plein de choses marrantes. Par contre, je trouve ça extraordinaire d'être spectateur de ce qui se passe. Moi, ce que je connais, c'est plutôt l'univers Tezos, mais je vois des plateformes naître tous les mois. Je peux en citer quelques-unes qui m'ont fait marrer dernièrement. Tout dernièrement, il y a typed.art, où il faut imaginer un genre de e-nook où on publie du texte, c'est tout. Très... C'est sorti. Donc c'est extrêmement récent. C'est C'est un sorti peu il y a deux aride jours. aussi, non? C'est aussi aride. C'est ça. Alors, Euh, comment tu dis? Je vais c'est quand même aller type voir. Ouais, typed.art. ok. Voilà, donc c'est sorti enfin, j'ai entendu parler il y a deux trois jours. Il y a déjà 2000, plus de 2000 textes qui ont été postés dessus. Voilà. Et j'adore le fait que, probablement, je connais pas les gens qui sont derrière, mais j'imagine que ça se fait assez simplement, peut-être en quelques jours de travail, ou peut-être un peu plus, mais ça n'a pas un look professionnel, et je trouve ça trop bien C'est assez qu'il y ait des gens amusant, qui ouais. puissent entreprendre là-dessus. Ça ressemble à des sites de typographie, de fonte. C'est Ouais, c'est assez vrai. amusant. Et C'est vrai. On pourrait citer aussi 8bidou, par exemple, qui a fait pas mal parler il y a quelques mois, je pense. ouais, alors moi j'ai jamais trop compris le principe de 8 bidou, 8 bidou. Voilà, donc on est toujours sur des interfaces arides. Fait avec des gens qui font pas que ça, hein. Là, c'est quelqu'un qui est au Japon, qui a un travail de tous les jours et qui du coup fait ça probablement dans son passe-temps. Donc ça s'appelle 8bidou.com et le but du jeu c'était de publier du pixel art sur des formats précis. Donc d'abord 8 sur 8, puis je crois qu'il y a eu 24 sur 24 avec des contraintes sur les couleurs. Euh, et voilà, c'était super marrant de voir ça. Un autre projet qui était sympa auquel j'ai eu la chance de participer, c'était la Blind Gallery de Calo où donc ça s'est sorti assez récemment, c'était il y a deux trois semaines je pense. Il a choisi une vingtaine d'artistes. Il nous a donné un thème, il nous a fait travailler chacun de notre côté. Il nous a demandé de ne pas faire le style qu'on a l'habitude de faire pour pas qu'on soit reconnaissable. Et les œuvres ont été mises en vente sans que on sache qui est l'auteur. C'est drôle. Et donc on pouvait acheter des passes, choisir les pièces qu'on voulait acheter avec ces passes. Et une fois que tout le monde avait acheté l'œuvre, il y a eu le reveal des artistes qui avaient participé. Euh, Et là aussi, c'était une innovation simple sur des contrats, mais
on voit ça quand même très fréquemment, donc ça innove énormément. Rien que sur la partie artistique Et, sur mon petit univers. et donc là, on voit que tu es, quand même très prolifique. Est-ce que tu es encore ingénieur ou tu es artiste à plein temps maintenant? Alors, je suis toujours ingénieur, c'est que la société que j'ai montée avec Mathieu est toujours notre priorité. Euh, on a la chance d'avoir beaucoup œuvré au fait d'être assez libre et de se débarrasser de nombreuses contraintes, donc ça nous permet d'être assez libre pour faire aussi de l'art à côté. Mais voilà, la stabilité de notre société évidemment passe avant. Enfin, elle est évidemment plus facile à appréhender que la stabilité dans l'art. C'est quelque chose que j'ai démarré récemment. Il y a plein d'incertitudes, donc pour l'instant c'est vraiment du loisir, un challenge. Et voilà, mon objectif là maintenant, c'est d'arriver à proposer des longues formes sur des grosses plateformes, type Arblock. Et ça, c'est mon prochain challenge. Ouais. Ok. Benjamin, on t'a pas beaucoup entendu. Non, effectivement, non, je reprends ce que disait Florence. C'est vrai on a envie de demander à Camille. Il pourra avoir l'envergure finalement de lancer sa propre plateforme finalement. Parce que ce sont des initiatives d'ingénieurs, d'ingénieurs, mais créatifs. Et finalement, tu pourrais onboarder aussi toute une génération d'artistes nouveaux qui ont besoin d'accompagnement technologique et d'accompagnement créatif finalement. Et je pense que tu serais à même de faire les deux. Et est-ce que ton passé d'entrepreneur t'amènerait vers ça peut-être? Je, ouais, ça réfléchit. Enfin, évidemment, il y a des idées qui me passent par la tête parce que j'ai ce background-là. Pour l'instant, j'ai pas prévu de franchir le cap, j'ai pas de projet là-dessus. Euh, Peut-être qu'il y a des trucs intermédiaires qui peuvent être intéressants, c'est d'innover au niveau des contrats. Parce que du coup, je resterai toujours dans la partie artistique. Je crois que le dernier épisode en parlait d'ailleurs. Euh, Sur, par exemple, le fait qu'il se passe quelque chose quand on brûle une œuvre. Et il y a beaucoup de trucs marrants à faire sur les contrats et qui peuvent rester très artistiques. Je sais pas, on pourrait Faut, imaginer, on achète deux œuvres, on les merge et ça fait un enfant. Et je sais pas, il y a plein de choses marrantes comme ça. faut- Donc ça pourrait être marrant parce que ça serait vraiment au sein encore de la partie artistique. Tu codes tes propres contrats, enfin, t'écris tes propres smart contracts ou pas? Toi, Non, non, pour t'es l'instant pas pas du tout. développeur blockchain, ouais. Non, non, pour l'instant, pas du tout. Je suis vraiment spectateur de ça. Je regardais un petit peu comment ça faisait, mais non, je suis vraiment pas expert. Mais ce serait marrant. Mm. Je pense qu'avant de développer une plateforme ou quelque chose comme ça, ce serait plutôt ça qui pourrait m'intéresser, puisqu'on peut y aller en faisant des petits pas. Et de toute façon, une plateforme, c'est aussi des contrats. Donc ce serait un premier pas peut-être. C'est pas un objectif à court terme. Là, le but du jeu, c'est plutôt de devenir peut-être un vrai artiste et de continuer ce challenge ouais, je sais pas, Alors, c'est plutôt faire ça. Ouais. on a tourné autour de la question pendant tout le podcast. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme définition du vrai artiste selon toi? Qu'est-ce qui te donnerait la légitimité aujourd'hui? Même si quelque part, pour moi, t'as rien à prouver, mais qu'est-ce qui te manque en fait pour assumer d'être un artiste? Ouais, c'est une bonne question. Alors, évidemment, au début, j'avais le syndrome de l'imposteur. C'est que quand j'ai posté les premières pièces, j'avais passé peu de temps. C'était du code très simple. Et j'avais l'impression que les gens qui achetaient comprenaient pas bien que c'était pas si dur à faire. Euh, et j'étais pas très à l'aise avec ça. J'ai compris plus tard qu'en fait, c'était pas si dur à faire pour moi qui ai fait pas mal de maths. Mais finalement, si j'avais dû démarrer de zéro, ça m'aurait pris un temps fou peut-être d'arriver à faire ces pièces-là. Donc j'ai compris un peu plus qu'en fait, j'étais artiste finalement un peu grâce aussi aux études que j'ai fait en informatique et en sciences. Euh, et je pense que j'avais aussi le syndrome de l'imposteur parce que j'ai aucun background en art. Et voilà, pour moi, mais évidemment, c'est un cliché. Hein, j'avais le cliché de l'artiste qui a Mm. fait des études d'art et pour qui c'était pas, c'était L'artiste évident. Et c'est vrai que, professionnel, quoi. ouais, voilà. Et je Alors, il y cochais un a, peu aucune des cases. J'ai pas fait les études, j'étais pas professionnel, je faisais ça à côté, j'avais pas d'expérience, peu de culture dans cet univers. Et je suis de plus en plus à l'aise là-dedans, si tu veux.
Il y a Axel sur le chat qui nous dit un artiste est une personne capable de toucher le cœur des gens. Effectivement. Tu vois, quelque part, si les gens ont envie de t'acheter les œuvres, c'est elles doivent parler, susciter une émotion, quelque chose, parce que c'est pas ça simplement. Si, sûrement. Et puis, au final, peut-être peu importe, parce que je vais pas chercher la qualification d'artiste, ça m'emporte peu. Bon, vraiment, ce qui m'amusait, c'était de faire des œuvres qui plaisent, de m'amuser techniquement, parce que par exemple, sur ma dernière œuvre, Arteria, je me suis amusé avec la notion d'émergence. C'est un concept qui me plaisait beaucoup, que j'avais pas encore exploré. C'est le fait de mettre plein de particules. Là, c'est des agents qui tracent des cercles les uns à côté des autres et qui ont chacun des comportements assez simples, comme une fourmilière par exemple, mais l'ensemble produit des choses très complexes. Et donc ça démarre c'est une œuvre qui est une genre de simulation en fait. Donc il y a des agents qui se baladent, qui ont des règles très simples, mais finalement l'accumulation de toutes ces règles fait quelque chose de très complexe et je trouvais ça trop bien. Donc c'est ce qu'on appelle l'émergence. Il y a plein d'algorithmes typiques, le jeu de la vie, etc. Autour de ça. Ça, c'était ton tout dernier drop en date. Alors, il faut savoir qu'il faut te suivre de très près pour avoir la chance aujourd'hui de minter une de tes œuvres, parce que ça part très très vite. Donc, moi, je râle beaucoup. Parfois, je les vois passer avec 2 heures de retard et c'est fini, il n'y a plus rien. Donc, je vous conseille d'activer les notifications du compte Twitter de Camille si vous voulez avoir une chance de minter quoi que ce soit. Je vois que l'heure tourne, donc je vais te poser mes petites questions de fin. Est-ce que tu peux me citer un ou une artiste qui t'inspire, que ce soit ou une artiste crypto ou pas? Alors j'avais noté William Appam, qui est un Français, qui a fait deux pièces qui me plaisent beaucoup. D'abord Dragon sur FXH, puis Anticyclone récemment sur Artblock. Alors, comment tu dis Euh, William? William Mapan, Mapan. Ouais. Donc, c'est de l'art Euh, génératif aussi. c'est totalement de l'art génératif. Donc d'abord sur FXH, puis sur Artblock. J'ai beaucoup aimé parce que il va chercher des fois, alors je sais pas si j'apprécie que je dise ça, mais un côté sale, mais sale au sens un peu comme on mettrait une disto sur une guitare Ouais, électrique ou un un vieil peu ampli. glitch, quoi. Voilà. Alors c'est pas glitch, C'est pas ce sera glitch. plus. Non, c'est pas glitch, plus un. Les textures sont pas lisses. Ouais, Il je y a du vois. bruit, il y a du. Hmm. Et Du il bruit, travaille oui. avec énormément de couches. C'est très mathématique, mais on l'oublie complètement. Et je trouve qu'il est très fort parce que il arrive. Je trouve que dans l'art génératif, il peut y avoir une recherche de l'esthétique, mais une esthétique peut-être facile à comprendre, quelque chose qui ressemble déjà à des choses qu'on trouve belles. Et du coup, peut-être que là-dedans, on pourrait classer des paysages, on voit beaucoup de dessins de la nature, par exemple. Et de l'autre côté, on peut avoir quelque chose de très mathématique, aller chercher énormément d'entropie, de laisser de la liberté. Et je trouve qu'il arrive à mélanger les deux. C'est à la fois esthétique et je trouve de manière assez évidente, et à la fois très mathématique. Ouais, Et je je trouve vois ce ça que très tu veux élégant. dire. C'est très texturé, en fait, pour de l'art Ouais. génératif. Donc vous pouvez Beaucoup voir de... Anticyclone sur Artblock. Je trouve ça très beau. Un peu noisy, ouais, c'est ça, un peu noisy, dit-on sur le chat. Bah super, Et autre chose que j'aime beaucoup, c'est que c'est dans sa démarche, c'est il prend son temps. Je crois qu'il s'est passé 6 mois entre ces deux pièces. Il va pas du tout vite. Il prend son temps. C'est extrêmement travaillé et c'est très inspirant. Et je vois aussi que je ralentis énormément dans la publication de ce que je fais. Donc Ouais. il m'a inspiré beaucoup dans sa démarche. Créer de la rareté, important dans quand quand on commence à travailler sa carrière artistique. Alors, est-ce que toi, tu collectionnes? J'ai cru comprendre entre les lignes que oui, que tu Alors oui. collectionnais. Voilà. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier NFT? Alors non. J'ai cherché. Et je pense que la réponse est extrêmement décevante. Il est très probable qu'il s'agisse d'un NFT gratuit pour essayer d'acheter un NFT sur Ekeknook, dont je ne me souviens pas, donc j'ai dû le revendre. Donc la réponse est extrêmement décevante et je pense que pendant longtemps, ce que j'achète n'est pas très intéressant. Donc c'est plus intéressant ce que j'ai acheté dernièrement plutôt que ce que j'ai acheté au tout début. Mais est-ce que tu te souviens de la première émotion que tu as eue en achetant un NFT, même si c'était pas le premier? C'est arrivé très tard
Parce que j'ai pas du tout la culture de collectionner. Je collectionne rien dans ma vie et je suis plutôt quelqu'un d'assez minimaliste. Donc le fait d'acheter des choses est pas quelque chose de très habituel. Donc j'ai mis assez longtemps pour acheter des œuvres. Je pense qu'il a fallu que j'attende quelques temps sur FXH. Je voyais qu'il y avait des gens qui me disaient ah là là, en tant qu'artiste, ça serait pas mal que tu achètes aussi des pièces. Donc j'ai passé une phase où je comprenais pas bien pourquoi les gens achetaient et je voyais pas l'intérêt moi d'en acheter. Et c'est avec l'expérience, en comprenant que c'était vraiment beaucoup de travail parce que ben, je le vivais. C'est un projet aujourd'hui, quand je publie, c'est plusieurs mois de travail. En découvrant l'écosystème, en découvrant les algorithmes, en ayant un peu de la culture dans ce marché-là, ça a pris de la valeur à mes yeux en fait. Mais ça a mis du temps. Ok. Ça a mis du temps. Et alors, tu nous disais ceux que tu attends là avec impatience, tu peux nous en citer? Ouais, alors il y en a un que j'attends beaucoup. Alors c'est un pote à moi, hein, c'est être Mathieu Segret qui va sortir le troisième opus de sa trilogie. Alors ça risque peu de sortir tout de suite parce qu'il a sorti le deuxième opus il y a quelques jours. Mais voilà, donc il a sorti une trilogie, c'est des paysages avec un peu enfantin peut-être dans la géométrie, avec un énorme travail de texture. Donc je trouve qu'il est très fort pour passer énormément de temps sur des choses qui se voient pas. Mais si on les enlevait, ça se verrait. Mais je trouve ça très fort. Donc il y a un énorme travail sur les textures. On travaille beaucoup ensemble. Donc j'ai vraiment suivi ce projet. Donc le troisième opus sera sur FXH et ça s'appellera Nested World. Ok, Donc, impatient de voir ça. eh ben, à suivre. Et enfin, ma toute dernière question, qui est-ce que tu aimerais entendre dans cette room? Alors je pourrais faire une Mathieu longue liste. Segret? Par exemple. Alors, je pourrais faire une longue liste. J'aimerais entendre William Appam dont j'ai parlé tout à Ouais, j'ai l'heure. noté. J'aimerais entendre Laurent Houdard, qui est aussi en français, dont j'aime beaucoup le travail. On a fait une petite collab récemment pour filer un coup de main un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Waiting to be Signed, qui est spécialisé sur le FXH. Comme son nom Et l'indique. On l'a exactement. tous vu, cette horrible icône, là, Waiting to be signed, et on voit pas le NFT qu'on vient d'acheter dans son wallet. Mais Exactement. Encore dans l'univers francophone, j'aurais pu citer Ivy, j'aurais pu citer Easy, Herbig. alors attends, parce que je connais pas. Alors, Ivy, c'est Hevey. C'est quelqu'un qui a publié plusieurs fois sur V-E-Y, Ablog. Je ok, crois ok. qu'il est suisse, si je dis pas de bêtises. Herbig aussi est un artiste art blog qui a publié aussi récemment sur FXH. Et en fait, je vais citer Julien Labat, que j'ai rencontré via une collab, parce que j'ai sorti un projet sur FXH qui est assez unique, qui s'appelle Bridge, qui est à date la plus grosse collaboration jamais faite sur FXH. On était 25 artistes. Ok. C'est un projet que j'ai mis open source sur GitHub à la base et j'ai invité n'importe qui à participer. La condition pour être sélectionné, c'était que leur style marche. Donc il fallait dessiner un pont, j'imposais l'endroit où il y avait les dalles de ce pont et chacun faisait absolument ce qu'il voulait du moment qu'on voyait les dalles et que ça marchait. Et avec des deadlines très courtes, qui étaient une erreur de ma part, on s'est retrouvé quand même 25, ce qui était beaucoup plus que ce que j'imaginais qu'on serait. Et un des derniers à avoir rejoint le projet, c'est Julien, qui habite pas très loin de chez moi. Mais on l'a découvert par hasard, c'était son tout premier projet sur FXH. Et c'était une belle rencontre et on se voit régulièrement. Ben, génial, j'ai rempli Donc c'est un, mon... art- c'est un- donc c'est un- en plus il est un passif d'artiste, de où il vrai artiste. de vrai artiste, ouais c'est ça. Faut que j'arrête de dire ça. Je vois l'idée. Parce qu'il est illustrateur et donc il vient pas du code et il est très surprenant parce il est monté en compétence sur le développement très fortement. Et donc, il a publié, c'est le premier artiste à avoir publié sur 250 art, la plateforme donc, que je rejoins Ouais. en juillet, et a fait une superbe œuvre qui s'appelle Bidonville, et que je trouve extrêmement intéressante parce que, en plus d'être générative, elle a du sens. C'est que c'était pour dénoncer un peu la situation dans les favelas. Les features sont liées à ça. Et je trouvais ça très intéressant avoir des remarques, par exemple, j'ai eu un bidonville qui était en feu, et ça faisait très bizarre d'avoir des gens sur Twitter qui disaient ah c'est magnifique, Ouais. et en rappelant quand même une situation très difficile. Donc il y a un Mm. contraste comme ça où c'est très beau, ça peut être un peu enfantin, et en même temps ça rappelle quelque chose de très dur, et je trouve qu'il a extrêmement bien fait le ménage, le mélange. Pardon. Et le ménage aussi. Eh bien, super, merci beaucoup Camille. J'ai rempli ma petite besace à inviter, à contacter. Ben, écoute, c'était vraiment passionnant de
voilà, de revenir, de prendre le temps de revenir sur ton parcours qui t'a amené à être un vrai artiste aujourd'hui. Sauf si quelqu'un souhaite encore intervenir, eh bien, on va clôturer la room. Sauf si Florent, tu veux. Ah, si, attends, Axel, tu veux dire quelque chose? Salut Axel. Bonjour, merci de me donner la parole, c'est gentil. En fait, je voulais dire vraiment en vitesse, Camille, j'apprécie en fait plus que ça. J'admire vraiment ton parcours en fait que j'ai découvert aujourd'hui. Je suis moi-même web développeur, donc on va dire informaticien en quelque sorte, donc je suis pas spécialement un artiste. Et j'admire énormément le fait que toi, en tant on va dire informaticien également, tu as réussi à poser des œuvres d'art sur blockchain. C'est quelque chose que je n'ai pas encore essayé et que je trouve très, très intéressant pour un ingénieur, en fait, un technicien. Voilà. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas du tout parlé je t'ai pas du tout demandé si tes œuvres étaient on-chain ou off-chain. Alors, attends, tout d'abord, merci beaucoup parce que c'est très touchant d'entendre ça. Et n'hésite pas à m'envoyer un petit message en privé, on pourra discuter aussi si tu veux savoir un peu comment c'est, avec grand plaisir. D'ailleurs, enfin, j'en profite pour dire que l'univers a été extrêmement accueillant tout le long du parcours. J'arrivais avec beaucoup de naïveté, je connaissais rien. Et tout le long du parcours, de manière très simple, j'ai toujours trouvé des gens qui m'ont filé des conseils, qui m'ont aidé, que ce soit de collectionneurs, d'autres artistes. Et voilà, c'était extrêmement agréable. Je me souviens plus. Ah oui, la question du on-chain. Eh ben, ça dépend des plateformes, pour le coup, c'est lié à la plateforme. FXH, non, parce que c'est publié sur IPFS. 256 Art, oui, c'est publié sur Ethereum et c'est directement dedans. Et c'est les deux plateformes où ça a à peu près du sens. Il y a quelques nous que non plus, c'était sur IPFS, pareil. Et Super Rare non plus, parce que c'est aussi publié sur IPFS. Ok, c'est très clair. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Ouais. Camille, il faut que je te demande, on a reçu Orabel la semaine dernière et on fait un giveaway avec, enfin voilà, elle offre généreusement une œuvre à un de nos auditeurs ou auditrices, et donc il faudrait que tu élises le grand gagnant ou la grande gagnante de la soirée. Donc il faudrait que tu me donnes un chiffre entre 1 et 40, s'il te plaît. Alors j'ai cru comprendre, en écoutant les précédents épisodes, que ça t'arrangeait beaucoup que je prenne les premiers, parce que t'as pas besoin de lire l'intégralité de la liste. C'est exact. Mais Je vais te simplifier la vie aujourd'hui et je vais choisir le premier. non, non, il faut pas que tu choisisses le premier parce que c'est moi. C'est moi. Et donc les gens ils vont croire que c'est calculé. Alors, en voulant te simplifier la vie, je t'ai mis dans la panade. Alors, le numéro 2? Ok, merci, j'ai failli gagner une œuvre trop belle. C'est Abdoulaye du coup. Félicitations Abdoulaye. Ah ben, incroyable parce que c'est notre invité de la semaine prochaine, Abdoulaye. Voilà, la boucle est bouclée en avance. Super, ben merci beaucoup Camille de m'avoir simplifié la vie. Grand Et plaisir. pour ce super épisode aussi, c'était génial de découvrir, c'est toujours un régal de découvrir l'envers du décor et surtout que tu as eu une super expérience en tant que nouvelle artiste, on va dire, dans ce nouveau monde, donc c'est trop bien d'entendre ça. Eh bien, merci infiniment. Et là, il faut Ouais, vraiment merci qu'on beaucoup, clôture ça- la room et on aura l'occasion de rediscuter. De toute façon, tu es joignable en DM sur Twitter et autres, j'imagine. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette invitation, c'était très sympa. Je suis très touché de l'invitation. Et effectivement, voilà, à mon tour de rendre la balle, donc s'il y a des gens qui ont besoin de conseils ou autres, mes DM sont ouverts. Eh bien, merci infiniment et très belle soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Bonne soirée.